Non, je ne pense pas, dis-je. Elle me lança un regard étrange. Que veux-tu dire? Tu as dit que je serais là à ton retour et que tu me raconterais tout. Expliquai-je. Je ne serai pas là, donc tu ne pourras pas me raconter. Où seras-tu? Demanda-t-elle. Ailleurs, répondis-je. Elle fit la moue. Que veux-tu dire par ailleurs? Ça ne te regarde pas, dis-je. Tu agis comme un enfant, dit-elle. Grandisse. Nous sommes au XXIe siècle. Les choses ont changé. Tu as changé, acquiesçai-je. Mais pas moi, sauf pour quelques poils gris dans ma barbe. Tu sembles avoir beaucoup changé. Et pas en bien. Elle se regarda, toujours aussi éblouissante. Que veux-tu dire? Tu rencontres quelqu'un pour le dîner, et tu ne veux pas me dire son nom. Ça ressemble à un changement pour moi. Ce n'est rien, dit-elle. Je t'aime plus que jamais. Ça n'affecte pas mes sentiments pour toi. Je ne peux pas en dire autant, lui dis-je. Il y a 1 heure, je t'aimais plus que jamais. Mais maintenant, mes sentiments sont plus du dégoût que de l'amour. Elle parut offensée. C'est décevant. C'est la vie, dis-je. Je suis déçu tout le temps. Sur le terrain de golf. Je pensais faire 85. Mais j'ai fini avec 97. Pourquoi parles-tu de golf? C'est un jeu frustrant, dis-je. Tu as mentionné la frustration. Alors j'ai partagé ma propre anecdote. Mon attitude l'irrita. Dis à Barnes que je pars dans 20 minutes, dit-elle. Prends-moi au sérieux et essaie de comprendre. Je te prends au sérieux, dis-je. C'est le problème. J'ai réalisé que tu n'es pas une personne sérieuse. Son orgueil fut blessé. Je n'ai aucune idée de pourquoi tu dis ça, répondit-elle. Barnes, je pars. Tu verras. Rien ne changera entre nous. Je te rendrai follement heureux. Tu ne le réalises pas encore, mais tu le feras. Tu te trompes, dis-je. Sur quoi ai-je tort? Demanda-t-elle. Que rien ne changera. Tout a changé. Mon attitude envers toi a changé. Et Sylvia et Beck, que penseront-elles de leurs parents qui divorcent? Bon sang. Barnes, nous ne divorçons pas. Ce que nous faisons ne les regarde pas. Je suis d'accord. Pas sur le fait de ne pas divorcer, mais sur le fait que ça ne les regarde pas. Malheureusement, il s'agit de ce qui se passe entre toi et un type anonyme. Tu compliques les choses, dit-elle. Barnes, asseyons-nous et réglons ces problèmes. Non, nous ne le ferons pas, dis-je. Je pars. C'est plus important que tout ce que tu as prévu, insista-t-elle. Je ne reste pas... J'ai décidé il y a 1 minute, dis-je. Elle semblait prête à argumenter. Collins, tu es trop tard. À l'instant où tu as pensé que je tolérerais ton comportement, tu as perdu le respect pour moi en tant qu'homme et mari. C'était trop tard. Ce n'est pas vrai, cria-t-elle. Je n'ai jamais perdu le respect pour toi. Je ne te crois pas, dis-je. Tout ce que tu as fait depuis ton retour prouve que c'est vrai. Je pars. Tu peux aller à ton rendez-vous. J'en ai fini. Je pris ma veste, mon portefeuille et mes clés, me dirigeai vers la porte et partis. Elle courut après moi, mais n'arriva pas à temps. Je m'éloignai en voiture alors qu'elle ouvrait la porte et sortait. J'ai décidé de rendre visite à Beck. Elle vivait à environ 6 kilomètres. Alors je lui envoyai un message. Mercredi. Netflix et chill, répondit-elle immédiatement. Veux-tu de la compagnie? Demandai-je. Elle m'envoya un cœur. Je ferai du pop-corn. Quand j'arrivai, elle était déjà sur le canapé. Son signe, Davy, m'accueillit avec enthousiasme, manquant de me renverser avec son affection. Salut, mon pote. Je parvins à rester debout et le gratter alors qu'il se tortillait, bavant sur mon pantalon et ronflant de plaisir. Il faut environ 10 minutes pour aller chez Beck. Quand je me suis assis sur le canapé, Beck m'avait déjà versé un verre de vin et mis du pop-corn sur mon assiette. Je sirotais mon vin et la regardais. Pas un mot, dit-elle. J'aime le vin doux. Pas toi, tu es chez moi. Fais avec. Je ris. J'ai essayé de t'élever correctement. Ce n'est pas ma faute si tu t'es égaré. Elle essuya les peluches de mon pantalon, jeta une plaide sur mes jambes et se blottit contre moi. Que fait maman? Demanda-t-elle. Je ne suis pas sûr, dis-je. Elle me lança un regard perplexe. C'est bizarre. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Papa, que veux-tu dire par « pas sûr » ? Quand je suis rentré du travail, elle m'a dit qu'elle allait à un rendez-vous. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Elle a dit qu'elle l'annulerait et que nous parlerions. J'ai décidé que j'en avais fini de discuter et je suis parti. Donc, je ne sais pas si elle est à son rendez-vous ou à la maison en train d'attendre pour parler. Elle me fixa, choquée. Bon sang. Papa, que veux-tu dire par rendez-vous?
Beck. Je suis aussi choqué que toi. Elle m'a dit qu'elle allait à un rendez-vous avec un homme, mais n'a pas dit qui et s'attendait à ce que je sois d'accord avec ça. Papa, c'est une blague. Es-tu sûr d'avoir bien compris? J'aimerais que ce soit une blague. Je ne sais pas ce qui se passe, dis-je. Je vais l'appeler, dit-elle. Collins répondit, et la conversation du côté de Beck fut intéressante. Beck ne mâcha pas ses mots. Où es-tu? Maman. Avec qui? Tu viens de me mentir. Papa est juste là. Tu as menti. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma mère vient de me mentir. Ne m'appelle pas. Ne viens pas ici. Quand et si je veux te parler? Je le ferai. Elle mit fin à l'appel. Nous restâmes assis en silence pendant quelques minutes. Je ne savais pas quoi dire. Je la serrai dans mes bras alors qu'elle commençait à trembler et à sangloter contre ma poitrine. Elle m'a menti. Papa. Elle m'a dit qu'elle était avec toi au restaurant. Elle a menti. Je sais. Ma chérie, tout ira bien. Ne pleure pas. Beck. Comment tout va-t-il aller bien? Elle se redressa, ses larmes tristes se transformant en larmes de colère. Ma propre mère m'a menti. Elle est à un rendez-vous. Papa, que vas-tu faire? Je n'en ai aucune idée, dis-je. Beck, je suis perdu ici. Je suis venu discuter avec toi pour mettre de l'ordre dans mes pensées. J'aurais dû penser que tu me poserais des questions. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Elle prit des mouchoirs, essuya ses yeux et se moucha. Elle me regarda, puis s'allongea sur Davy, qui ronfla en signe de protestation. Après quelques minutes, elle revint vers moi, se blottissant contre lui. « Davy me calme toujours, dit-elle. Te serrer dans mes bras me calme toujours, lui dis-je. Tu sens meilleur que Davy, gloussa-t-elle. Il est un peu puant. Parle-moi. Papa, d'où ça vient? Que se passe-t-il entre toi et maman? Que vas-tu faire? J'aimerais répondre, mais je ne sais pas. Je suis choqué. Pendant 1 minute, elle resta silencieuse. Nous devrions appeler Sylvia, dit-elle. Elle sortit son téléphone. Salut Syl. Où es-tu? J'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Non, c'est très important. À bientôt. Elle est à Straps, dit Beck. C'est un club à proximité. Elle doit prendre un Uber. Nous mangeâmes du pop-corn et bûmes du vin. Parlant doucement de ce qui pourrait se passer avec Collins, Sylvia arriva environ 20 minutes plus tard. Elle salua Davy et nous rejoignit sur le canapé. Sylvia, 3 ans plus âgée que Beck, avait toujours été proche de sa sœur. Beck était une petite blonde comme sa mère, tandis que Sylvia était plus grande, avec les cheveux et les yeux de sa mère. Une version légèrement plus grande et plus foncée d'elle. Elle nous serra dans ses bras. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Quelle est l'urgence? J'étais à une fête. Tout vaudrait mieux être en ordre. » Beck la regarda avec incrédulité. « Ce n'est pas bon. Es-tu défoncé? » Sylvia rit. « J'ai bu 2 margaritas et un cocktail. »« D'accord. Papa va faire du café. » ordonna Beck. « C'est sérieux? » Syl. Le temps que je fasse du café et que Sylvia boive sa 2e tasse, Beck lui avait tout raconté. Sylvia semblait secouée. « Papa, il y a plus que ça, n'est-ce pas? Vous vous êtes disputés. Des problèmes dans la chambre. Nous nous disputons parfois, oui, mais pas plus que lorsque vous viviez à la maison. La plupart du temps, nous nous disputons à cause de vous deux, dis-je. Beck me donna un coup dans le biceps. Eh, je ris. Pas de problème dans la chambre dont je suis au courant. S'il y en a, votre mère n'a rien dit. J'ai besoin de lui parler, dit Sylvia. Beck, toi aussi, tu dois lui parler. Papa, pourquoi n'es-tu pas resté pour lui parler? Peut-être que j'aurais dû... Admis-je, j'étais trop en colère. Elle l'a annoncé si calmement. Beck me serra. Je sais, papa, mais nous devons tous lui parler. Quand pourras-tu lui parler sans perdre ton calme? Je ne sais pas, dis-je. J'espère que ce sera bientôt. Je ne peux pas supporter ça beaucoup plus longtemps. Je vais au lac. Essayez de me détendre et de me ressaisir. Je viens avec toi, dit Beck. Laisse-moi prendre mon sac et une couverture pour Davy. Elle s'arrêta. Donne une cigarette à papa, dit-elle à Sylvia. Sylvia me regarda d'un air interrogateur. Je hocha la tête et elle me tendit un étui. Je n'étais pas un fumeur régulier, mais ça aidait avec l'anxiété et je sentais que j'en avais besoin. Beck sortit avec son sac, prit les gamelles de Davy et nous nous dirigeâmes vers le camion. Sylvia nous accompagna. « Je vais parler à maman demain matin, » dit-elle. Beck, tiens-moi au courant de ce qui se passe. Papa, ne fais rien de stupide. D'accord? Peut-être, dis-je.
Je vais essayer de ne pas faire quelque chose de super stupide. Sylvia nous serra dans ses bras. Davy monta dans la voiture et nous partîmes. Sur le chemin, Beck posa 1 million de questions. Certaines auxquelles je pouvais répondre, d'autres non. Nous arrivâmes à la maison du lac, amenâmes Davy au lac et marchâmes à côté de moi. Beck tenant ma main, certaines choses n'avaient pas changé. Davy naguère, poursuivi des grenouilles et des écureuils, et nous revînmes. Il commençait à faire sombre. Je regardais les provisions d'alcool. « Veux-tu un mojito ?» demandai-je à Beck. « Miam, dit-elle. Je veux en prendre. » Je fis 2 grandes portions. Beck alluma la cheminée et nous sirotâmes nos boissons en discutant. Nous allumâmes une cigarette et je me sentis détendu. « Que penses-tu, papa ?» demanda-t-elle. « J'ai quelques options, mais tout dépend de ta mère. » Dis-je. « C'est assez compliqué. Elle pourrait dire qu'elle a perdu la tête et tout reprendre. »« Ou en thérapie, dit Beck. » Je ris. « Peut-être. J'essaierai. »« Et si elle est déterminée ?» demanda-t-elle. « Au tribunal, je suppose, dis-je. Mais je ne vois pas pourquoi elle voudrait ça. Je n'en ai aucune idée. » Dit Beck. « Tu es plus intelligente que moi. » Beck. « Tu seras bientôt psychologue. Pourquoi ferait-elle ça ? » « Je n'en ai aucune idée, dit-elle. Les gens trompent par vengeance. Problème d'engagement, attirance charnelle ou manque d'épanouissement. Mais je ne pense pas que cela s'applique à maman. Si elle a des plaintes, elle devrait me parler et me laisser régler ce qui ne va pas. Ouais, on pourrait penser, dit-elle. Nous le découvrirons. Je lui parlerai demain. Papa, tu devras me ramener pour récupérer ma voiture. Étonnamment, je dormis bien. Je regardais des vidéos jusqu'à ce que je m'endorme. Je me levai, m'habillai, sortit Davy. Il se promena pendant environ 1 heure. Quand nous revînmes, Beck était déjà debout. « Avons-nous quelque chose à manger ?»« Papa, demanda-t-elle. « Pas vraiment, chérie. Nous avons dû nous arrêter en chemin. »« Ce n'est pas grave, dit-elle. Tu peux m'emmener prendre le petit déjeuner. Je veux du pain perdu chez Gailey's. » Marché conclu. Nous laissâmes Davy à la maison, principalement endormi après un gros petit déjeuner. Nous parlâmes de situations hypothétiques, de l'école, de mon travail, des pitreries de Davy et de son stage. Après avoir récupéré ses affaires et Davy, je la ramenai chez elle. Je revins au lac, m'assis sur la véranda et regardai les bateaux. Je me sentais seul, Collins me manquait, ainsi que les moments où nous restions assis ensemble à ne rien faire. Beck me manquait, et même Davy. Je décidai d'aller pêcher. Je sortis le bateau et attrapai 6 beaux crapets. Je les nettoyai et trouvai des frites surgelées pour les accompagner. C'était délicieux. Quand je rallumai mon téléphone, j'avais des messages des 2 filles me demandant de venir chez Beck. J'y arrivai et elles mangeaient de la pizza. Beck m'apporta une bière et nous nous assîmes au comptoir de la cuisine pendant qu'elle mangeait. « Eh bien, j'ai parlé à maman, » commença Beck. « Moi aussi, » dit Sylvia. « Et les incitai-je ? Tu ne vas pas aimer, » dit Beck. Elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse, pas avec toi, mais avec sa vie. Elle pense qu'il manque d'excitation et de défis. Un type avec qui elle travaille lui fait des avances et elle aime l'attention. Elle veut sortir en rendez-vous. Elle dit qu'elle t'aime et que tu peux sortir aussi. Je restai assis, digérant ses paroles. Sylvia, t'a-t-elle dit la même chose ? À peu près, dit-elle. Papa, je ne pense pas que ça durera. Elle finira par comprendre. Bon sang. Syl, ça ne te dérange pas ? Explosa Beck. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Je pense que ça ne durera pas longtemps. Elle s'en remettra et les choses redeviendront normales. J'étais abasourdi. Que dois-je faire pendant qu'elle retrouve ses esprits ? Aime-la. Sois patient. Laisse-la se calmer, dit Sylvia. Elle t'aime. Elle traverse juste des problèmes de la quarantaine. Ou peut-être pas, dit Beck. Ce sont des problèmes de la quarantaine. Pas des amusements avec d'autres hommes. Quelles autres options as-tu ? La divorcer. L'enfermer dans une cage ? Demanda Sylvia. Je n'en ai aucune idée, dis-je. La divorcer est une option. Non, ça ne l'est pas, insista Sylvia. Bon sang. Papa, ne deviens pas fou. Vous 2 êtes faits pour être ensemble. Ne devrais-tu pas parler à maman ? Demanda Beck. Lui dire de ne pas paniquer. C'est n'importe quoi. Sylvia, tu prends son parti et papa n'a rien fait. Je ne prends pas de parti. Sylvia répondit. Eh bien, c'est un problème, dit Beck. C'est chauffant. Tu es censé prendre parti. Pas cette histoire de patience. Elle est sortie avec un crétin.
Tu sais qu'il est idiot de draguer une femme mariée et elle a tort de le laisser faire. Prenons une pause. J'essayais de calmer le jeu, mais elles n'étaient pas intéressées. Alors, que veux-tu, Beck? Que nos parents divorcent? Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce que papa veut. Papa ne voulait pas ça. Maman l'a fait. Et elle doit réparer. Elle peut avoir ce qu'elle veut. Mais tant qu'elle n'aura pas les idées claires, ma relation avec elle dépendra de ce que je veux. Et ce sera quoi? Demanda Sylvia. Je veux la voir le moins possible et ne pas l'entendre du tout. Alors, tu vas dicter notre relation avec maman. Je ne dicte rien. Si tu ne vois pas que c'est la faute de maman, alors tu as le même problème qu'elle. Wow. Ne laissons pas ça dégénérer. J'essayais de les serrer dans mes bras. Beck me laissa faire. Mais Sylvia prit son sac et courut vers la porte. Beck et moi la regardâmes monter dans la voiture, allumer les phares, puis les éteindre, sortir, et finalement partir. Je suis tellement en colère contre elle en ce moment, dit Beck, furieuse. Je suis désolé. Papa, mais c'était n'importe quoi. Elle se pressa contre moi, et je soupirai. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la faute de Sylvia, Beck. C'est celle de ta mère. Les enfants ne devraient pas être dans cette position. Nous avions une famille spéciale. Nos vies tournaient autour les uns des autres. Je suis plus proche de vous deux que n'importe quel père. Je sais, tu as toujours eu une excellente relation avec maman. Toi et Sylvia ne devriez pas être au milieu de ça. Ce n'est pas ta faute. Papa, dit Beck, c'est le bazar de maman. Mais Sylvia qui agit comme si ce n'était pas grave, est frustrant aussi. Ne brûle pas les ponts, conseillai-je. Laisse-moi lui parler. Je t'aime, Beck. Je ne veux pas que tu sois plus blessé que tu ne l'es déjà. Elle me serra fort. J'ai confiance en toi. Papa, je vais attendre et voir ce qui se passe. Garde-moi près de toi. D'accord? Toujours, lui assurai-je. Il était temps d'affronter Collins. Sa voiture était dans le garage quand je me garai. Je pris un moment pour retrouver mon calme, puis entrai. J'avais un nœud à l'estomac et pris un verre de lait pour le calmer. Collins sortit de son bureau, l'air aussi mal que je me sentais. « Salut !» dis-je. « Je suis content que tu sois de retour. »« Je suis loin d'aller bien, » lui dis-je. « Je sais. Je voulais me protéger. Veux-tu parler ?» Je hochai la tête. « Ici ou dans le salon. Soyons à l'aise, » dis-je. Elle se versa du jus et je pris des gâteaux de blé. Nous nous assîmes sur le canapé, à 1 mètre l'un de l'autre. Inhabituel pour nous. Il y avait une ambiance hostile. Je veux m'excuser. « Barnes, » dit-elle, « j'ai tout fait de travers. Si tu penses que c'est juste une question de mauvaise gestion, nous perdons notre temps. » Dis-je. « Je ne comprends pas, » dit-elle. Il n'y avait aucun moyen d'atténuer le fait de me dire que tu allais à un rendez-vous. Comprends-tu cela? Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu ne me comprends pas, dit-elle. J'aurais dû t'expliquer ce que je faisais pour que ce soit tolérable. Il faudrait être un sorcier pour ça, dis-je. As-tu des pouvoirs magiques? Elle sourit. Pas tout à fait magiques, mais presque. Vas-y, mêle la feuille, dis-je. Réfléchis. Barnes, quel âge avons-nous? J'ai 48 ans. Et moi, 49, dit-elle. Je ressens chacun de ces années, pas physiquement, mais émotionnellement. Te souviens-tu quand nous avions 25 ans? Oui, je me souviens de tout. Nous nous sentions vivants, comme si la vie était pleine de possibilités. L'amour était nouveau tous les jours. Te souviens-tu? Oui. Pense à nos vies maintenant. Nous faisons les mêmes choses encore et encore. J'aime notre routine, mais je veux ajouter quelque chose de nouveau. Ramener de l'excitation. Je comprends, dis-je. Mais tu penses que nous ne pouvons pas faire de nouvelles choses ensemble? Je pense que nous pouvons, dit-elle. Je t'ai dit que j'allais à un rendez-vous et que je partagerais l'expérience avec toi. Tu pourrais faire de même, Collins. Ton idée de « ensemble » et la mienne sont différentes, dis-je. Que veux-tu dire? Quand je dis « ensemble », je veux dire juste toi et moi. Introduire quelqu'un d'autre échoue au test du « ensemble ». Elle réfléchit un moment. Depuis combien de temps n'as-tu pas passé du temps seul avec une autre femme? À part la famille, environ 6 mois. Te souviens-tu de Kansas City avec Amber? Nous avons rencontré des représentants des télécommunications. Elle hocha la tête. Je connais bien Amber. Dis-moi, Barnes, y a-t-il une tension entre vous deux? Pas que je sache, dis-je. Elle est magnifique, mais je suis marié et 10 ans plus âgé. Nous ne flirtons pas.
Nous avons une bonne relation professionnelle et une amitié. Rien de plus. Eh bien, tu l'as dit toi-même. Elle est magnifique et célibataire. Et si tu l'emmenais dîner, sortez dans la vie nocturne et danser ensemble, ne serait-ce pas excitant? Tenir toute cette beauté dans tes bras, ne ferait-ce pas tourner ton moteur? Peut-être. C'est pourquoi je ne le fais pas, dis-je. Pourquoi pas? Demanda-t-elle. Parce que je suis marié avec toi, lui dis-je. Je ne me mets pas dans des situations où je suis tenté par quelqu'un d'autre que toi. Et si j'étais d'accord avec ça? Demanda-t-elle. Ça n'a pas d'importance, dis-je. Ça ne me conviendrait pas. Elle soupira. Je serais d'accord avec ça maintenant. Je suis plus mature. Je le supporterai. Et je pense que tu devrais supporter que je fasse de même. Non, ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Tu m'as promis, et je t'ai promis. Si tu veux partir, c'est ton choix. Si tu es déterminé, je ne peux pas t'arrêter. Je ne contrôle que moi-même. Je ne veux pas partir, dit-elle. Je veux être plus libre et spontané, mais rester marié. Tu feras ce que tu veux. Peu importe ce que je ressens. Je ne peux pas accepter ça. Tu me caches ça depuis un moment. Qu'as-tu d'autre caché? Et puis il y a ton coup de vendredi soir. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça. J'étais en colère quand tu es parti. C'est un mensonge. Tu as planifié ça bien avant vendredi. Tu as aussi menti à Beck. Tu es doué pour ça. Je crachais ma colère. Tu avais ta chance de gérer ça. Ma position n'a pas changé. Ce n'est pas à propos de la manière dont tu t'y prends. C'est que tu l'as fait. Tu prévois d'en faire plus et tu veux le faire. Je me contrôle. Donc je vais juste prendre mes affaires et te laisser faire. Barnes, ce n'est pas ce que je veux, protesta-t-elle. Je ne le fais pas, mais tu veux le faire, dis-je. En ce moment, je n'ai aucune confiance en toi. Tu penses que je suis ennuyeux et que j'ai besoin d'excitation. Même si tu n'agis pas, je saurai toujours que tu penses ça. Nous voulons des choses différentes. Alors, passons à autre chose. Je descendis au sous-sol, pris mes bagages et commençai à faire mes valises. Je pris ce dont j'avais besoin pour une semaine. Prévoyant de revenir plus tard pour le reste, elle me suivit, disant que nous pouvions arranger les choses. Mais je n'écoutais pas. Je chargeais tout dans le camion. Elle essaya de monter, mais la porte était verrouillée. Elle resta dans l'allée alors que je m'éloignais. C'était déprimant. Je l'aimais et j'avais l'impression d'avoir perdu la moitié de mon cœur. Je ne voyais pas d'issue. Je m'arrêtais à l'épicerie pour me distraire. Mais le voyage au lac ramena tout. J'allumais un podcast mais n'enregistrais pas un mot. Quand j'arrivais, je portais mes affaires à l'intérieur dans un état second. Je pensais à parler aux filles, mais j'étais trop épuisé. 1 heure plus tard, mon téléphone sonna. C'était Sylvia. « Salut, chérie, dis-je. Où es-tu? »« Papa, demanda-t-elle. Je suis au lac. Où es-tu? Je suis chez toi. Maman a appelé et m'a demandé de venir. J'ai reçu un appel de Beck. Attends, c'est Beck. Je te rappelle? Je répondis à Beck et lui dis que je la rappellerai. Puis je rappelai Sylvia. Je suis content que tu sois avec ta mère. Elle était en détresse totale. Papa, tu devrais être ici avec elle. Pas moi, je sais. Sylvia, c'est difficile. Veux-tu en parler au téléphone? Elle resta silencieuse 1 minute. Non, je suppose que non. Vas-tu revenir? Non, je ne reviens pas. Je t'expliquerai quand je te verrai. Ce n'est pas bien. Mais je suppose que c'est comme ça, dit-elle. Je dois travailler. Je ne peux pas rester ici longtemps. Je reste ce soir, mais je suis vraiment occupé au travail. Je ne sais pas pour demain. Ta mère travaille aussi. Ce n'est pas ton problème. Fais ce que tu dois faire. Ta mère et moi sommes adultes. Elle renifla, clairement très bouleversée. Je suis tellement désolé. Sylvia, je sais que c'est dur pour toi. Je t'aime. Tu es mon premier enfant et tu seras toujours spécial pour moi. Elle haleta. Je t'aime aussi. Papa, au revoir. Je me ressaisis et rappelai. Salut, chérie. Vas-tu bien? Papa, demanda-t-elle. Ça ira. Et toi? Vas-tu bien? Pareil, dit-elle. Je suppose que tu es au lac. Oui. Veux-tu sortir? Je te raconterai ce qui s'est passé. Je suis prête, dit-elle. Tous mes cours cette semaine sont en ligne. Mais je dois travailler mercredi et jeudi. Puis-je rester la semaine? Tu n'as pas à demander. Je passerai chaque seconde avec toi, lui dis-je. Je sais. Je serai là dans 1 heure. J'ai préparé le dîner, dis-je, en mettant la nourriture dehors.
J'entendis la porte coulissante s'ouvrir et les griffes de Davy cliqueter. Il reniflait la nourriture. Alors je lui donnai un peu d'amour et le gras que j'avais coupé des côtelettes de porc. En me lavant les mains, Beck me serra par derrière. Je la serrai en retour. « Ça sent bon », dit-elle. « Non. » Davy. Elle essuya sa gueule et le calma. Nous commençâmes à manger. « Je pense que ça ne s'est pas bien passé », dit-elle. « Non. » Elle avait beaucoup d'explications. En gros, elle s'ennuie et veut se sentir jeune à nouveau. D'accord. Elle leva les yeux au ciel. Si tu voyais maman comme une cliente, que dirais-tu de ce qui ne va pas chez elle? Je ne la considérerais pas comme une cliente. Mais si quelqu'un venait me voir avec son histoire, je dirais qu'ils sont déprimés, en transition. Il n'y a pas de crise de la quarantaine. Je pensais que c'était réel. Ce n'est pas un diagnostic. C'est une période de transition. Certaines personnes ressentent leur mortalité et commencent à faire des choses stupides pour maintenir l'illusion qu'ils sont immortels. Waouh, qui l'aurait cru? Ma petite est si intelligente. Elle sourit. Oui, je le suis. Ne l'oublie pas. Penses-tu qu'elle devrait voir un thérapeute? Je lui dirai, mais je ne m'impliquerai pas. Je comprends. Je suis désolé que tu sois impliqué là-dedans. Ce n'est pas ta faute, dit-elle. Je me sens mal pour toi aussi. Nous allons surmonter ça? Ouais. Nous n'avons pas d'autre choix. Sylvia arriva mardi soir. Beck fit une salade de pommes de terre et je fis griller des hamburgers. Nous mangeâmes sur la véranda. Papa, maman est dans un état lamentable, dit Sylvia. Ouais, à peu près. Que vas-tu faire? Demanda-t-elle. Elle veut que tu rentres à la maison. Elle a promis d'oublier tout ça. Elle voit les dégâts qu'elle a causés et elle est désolée. Je suis sûr qu'elle l'est. D'une certaine manière. Que veux-tu dire par d'une certaine manière? C'est difficile à expliquer. J'ai besoin d'une minute. Les filles. Voulez-vous un verre? Qu'as-tu? Demanda Sylvia. J'ai de quoi faire des palomas. Miam. Dit Beck. Je veux en prendre. Sylvia aussi. Alors je préparai les boissons et rassemblai mes pensées. Nous nous installâmes confortablement et j'étais aussi près que possible. Sylvia. Sors-tu toujours avec ce type? Dit Quid. Taquina Beck. Sylvia rit. Non. J'ai réalisé qu'il est idiot. J'ai un nouveau petit ami nommé Richard. Mon Dieu. Elles rirent hystériquement. J'essayai à nouveau. Eh bien, supposons que Richard te dise que tu es ennuyeuse. Comment te sentirais-tu? Pas bien? Je ne suis pas ennuyeuse. Non, tu ne l'es pas. Mais s'il ressent ça, peux-tu argumenter avec ses sentiments? Je vois ce que tu veux dire, dit-elle. Beck. Tu n'aimes pas les raisins secs. Sylvia. Tu n'aimes pas la noix de coco. C'est ce que vous ressentez. Vous sentiriez-vous différemment si je vous disais que vous aimiez? Non, dit Beck. Maman a-t-elle vraiment dit que tu es ennuyeux? Pas en ces termes. Elle a beaucoup parlé de combien la vie était excitante avant, que nous sommes dans une ornière et qu'elle veut ramener cette excitation. Peux-tu le ressentir? Papa, demanda Beck. Peut-être un peu, dis-je. Je sais que je n'ai plus 25 ans, mais j'aime ce que nous faisons. Sinon, je ferai autre chose. Je ne vois rien de mal à ça, dit Sylvia. Qu'a dit maman? Elle veut faire des choses différentes, mais pas avec moi. Elle aime être courtisée par d'autres hommes et veut sortir avec eux. Mon Dieu, dit Beck. Comment puis-je gérer ça? Puis-je lui dire qu'elle a tort? Les sentiments ne peuvent pas être contredits. L'excitation apparaîtra-t-elle magiquement? Non, ça n'arrivera pas, dit Beck. Chérie, crois-tu vraiment que ça l'a frappée soudainement vendredi? Elle y pense depuis longtemps et ne m'a rien dit. Je sais, dit Beck. Moi aussi, ajouta Sylvia. Papa, si elle suit une thérapie et change d'avis, peux-tu arranger les choses? Je secouai la tête. Elle pensait qu'elle pouvait juste me dire qu'elle allait à un rendez-vous et que je serais d'accord. C'est très irrespectueux. Sylvia s'enfonça dans le fauteuil. Je sais. Papa, et si elle était vraiment désolée? Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas m'avoir mieux dit, pas de l'avoir fait. Je lui parlerai, dit Sylvia. Beck. Peux-tu aider si elle accepte de voir un thérapeute? Je le ferai si elle demande de l'aide, dit Beck. Mais elle doit le vouloir elle-même. Sylvia partit mécontente. Beck et moi restâmes en contact avec elle. Mais Collins rejeta la thérapie et ne mentionna que le conseil conjugal. Beck pensait que ce serait futile, à moins que l'insatisfaction de Collins ne soit abordée. « Es-tu prêt pour ça ?» demanda Beck. « Non, je ne suis pas intéressé par d'autres femmes ou à la partager avec d'autres hommes, dis-je. »
Sylvia demanda. Et si tu considérais ça comme une pause et que tu t'impliquais avec d'autres femmes, ensuite, une fois que maman se sera ressaisie, vous pourrez revenir à la normale. Puis-je demandai-je. Et si dans quelques années, elle se sent à nouveau ennuyée? De plus, je ne connais pas de fille séduisante, même si je le voulais, et aucune n'attend dehors. Elles rirent toutes les deux. Tu as l'air bien pour ton âge, dit Sylvia. Si tu cherchais, tu n'aurais aucun mal. Je ne suis pas intéressé, dis-je. Non, Sylvia, je ne peux tout simplement pas. Es-tu déçue? D'une certaine manière, oui, dit-elle. Je déteste quand toi et maman n'êtes pas ensemble. Mais je te respecte pour te connaître et tenir à tes principes. Merci. Après 2 mois sans changement, je déposai une demande de divorce. Collins appela immédiatement. Ça va trop loin. Barnes, vas-tu divorcer de moi? Tu n'as aucune raison. Que vas-tu dire au juge? Je n'ai rien à lui dire. C'est la définition d'un divorce sans faute. Que diras-tu aux autres? Nous avons eu un désaccord et tu as divorcé de moi. Je ne leur dirai rien. Ce n'est pas leur affaire. Je serai là. Nous devons parler avant qu'il ne soit trop tard. Veux-tu que je prépare le dîner vendredi soir? Oui, ce serait parfait. Je finissais le dîner quand j'entendis la porte s'ouvrir. Ça me dérangeait qu'elle entre comme ça. Nous possédions tous les deux la maison du lac, mais je n'allais pas à notre maison en ville quand elle était là. Je ne prenais mes affaires que lorsqu'elle était au travail. Elle était aussi belle que jamais, faisant encore battre mon pouls, malgré ma méfiance. Elle jeta son sac sur la chaise et s'approcha. Elle voulait m'enlacer et m'embrasser. Je parvins à gérer l'étreinte, mais le baiser était trop. Elle parut blessée. « Mais moi aussi ?» ?»« Pour une bonne raison. Que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-elle. « Tout est prêt. Si tu veux, tu peux mettre la table pendant que je prends les plats. » Nous disposâmes la nourriture. Versâmes le vin. Et elle commença. « Je ne veux pas d'un divorce. »« Barnes, pourquoi pas ?» demandai-je. « Parce que je t'aime et veux passer nos vies ensemble, » dit-elle. « Mais pourquoi ? Tu as été malheureuse, souviens-toi. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas heureuse, dit-elle. Tu as exprimé ton mécontentement assez clairement. Tu me comprends mal. Je suis assez satisfaite. Je voulais juste ajouter à notre satisfaction en sortant avec d'autres hommes. Ça m'a mis mal à l'aise. La réponse simple est le divorce. Tu peux t'amuser avec d'autres hommes, et je ne serai pas mécontent. Je ne comprends pas. Je veux rester marié et m'amuser avec d'autres hommes. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas être marié à quelqu'un qui veut sortir avec d'autres hommes. Nous finîmes le dîner et passâmes au canapé. Alors, c'est tout, demanda-t-elle. Même si je t'aime et t'ai choisi, tu ne veux pas être marié avec moi? Oui, Collins, c'est exact. Regarde-moi, Barnes, dit-elle. Elle grimpa sur mes genoux, m'embrassant passionnément. Pendant un moment, je me perdis dans les sensations. Mais ensuite, j'arrêtai de répondre. Elle ralentit et s'arrêta. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « As-tu rencontré quelqu'un ?» demandai-je. Je connaissais déjà la réponse. « Oui. »« Barnes, vas-tu à un rendez-vous ?»« Probablement, » dis-je. « J'aime être marié. Je ne pense pas que c'est ennuyeux. Puis-je être l'une de ces femmes avec qui tu sors ? Peut-être, mais je ne ressens plus la même chose pour toi. Peut-être que j'arrêterai d'être en colère, mais je ne retiendrai pas mon souffle. » Elle se leva, puis son sac. « Fais-moi savoir si tu changes d'avis, » dit-elle, et partit. Le divorce fut porté devant le tribunal et son avocat demanda une thérapie. Le juge expliqua qu'il devait la programmer si une partie le demandait. « Je ne fais pas ça, » dis-je à mon avocat. « Trouve une solution. »« Je ne peux pas. C'est la loi. Et si nous retirions la pétition de divorce, ordonnerait-il encore ça ?» Il fut stupéfait. « Non, je ne pense pas qu'il pourrait. Est-ce que ce que tu veux ? » ?»« Oui, fais-le, » dis-je. Cela surprit tout le monde, et Collins parut satisfaite. Après l'audience, je lui dis « Je ne serai pas forcé de faire quoi que ce soit. Tant que tu n'en as pas fini avec ça, ne me contacte pas. Je ne te parlerai plus jamais si c'est ce que tu veux. » Sa mâchoire tomba et je m'éloignai. Elle essaya de me parler pendant 2 mois, même par l'intermédiaire de Sylvia. La relation de Beck avec sa mère se détériora, causant des tensions entre Beck et Sylvia. Collins essaya de venir à la maison du lac, mais je changeai les serrures. Elle vint même à mon travail, et je dus la faire sortir. Après 2 mois, elle abandonna et dit à Sylvia qu'elle ne chercherait plus de thérapie si je voulais poursuivre. Nous le fîmes, allâmes devant le même juge, et le divorce fut sans conteste. Elle garda la maison en ville, et je pris la maison du lac.
Les biens furent équitablement répartis. Elle garda son entreprise, et je gardai la mienne. Pas de pension alimentaire, et nous gardâmes tous les deux nos retraites. Les procédures de divorce habituelles, ennuyeuses, fastidieuses et agaçantes. Je commençai à acheter des entreprises et pris rapidement ma retraite. Je pêchai, appris à faire du ski nautique, et passai tout l'été sur le bateau avec les filles. En octobre, je demandai un visa pour devenir résident du Mexique. En tant que touriste, je pouvais rester 180 jours, ce qui me donnait le temps de décider de mon avenir. J'hivernai la maison, échangeai ma Chevy contre un F350 à moteur diesel, achetai une camping-car de luxe, attachai le bateau et me dirigeai vers le lac Baccara à Sinaloa, Mexique. Les filles étaient un peu bouleversées, mais je leur achetai des billets d'avion pour Guadalajara, promettant du temps à la plage. Elles étaient ravies. J'achetai un terrain de 2 hectares près du lac, installai les commodités et devins un local. Lors de ma 2e sortie de pêche, j'attrapai un bar de 6, 4 kilos et fus accro. Sylvia me rendit visite en janvier et nous passâmes un excellent moment dans un hôtel à Puerto Vallarta. Le dernier jour, elle demanda « Tu ne vas pas revenir, n'est-ce pas, papa? Je penche pour rester. Vous, les filles, êtes la seule raison pour laquelle je reviendrai et je vous rendrai visite souvent. » « Et maman ?» demanda-t-elle. Je suppose qu'elle travaille principalement. Elle semble triste, pas aussi énergique qu'avant. Je ne pense pas qu'elle ait trouvé les rencontres aussi merveilleuses qu'elle le pensait. Je préférerais ne pas parler d'elle, dis-je. D'accord. Elle me fit un sourire triste. Nous chassâmes les mauvaises vibrations et nous amusâmes. Je la conduisis à l'aéroport et elle partit avec des étreintes et des larmes. Beck me rendit visite en février et resta avec moi dans le camping-car. Nous passâmes 3 jours à la plage, puis elle voulut voir où je vivais. Nous nous rendîmes chez moi et elle adora. « Je n'arrive pas à croire que tu aies un endroit aussi magnifique, » dit-elle. « Ce serait mieux si tu vivais ici, dis-je. » Elle sembla pensive. « Je n'ai aucune idée de comment je gagnerai ma vie. J'aimerais utiliser mon diplôme. C'est de l'agro-industrie, dis-je. » Elle rit. « De l'agriculture. Qu'est-ce que ça a à voir avec les métiers à tisser ?» Je me suis lancé dans les outils mécaniques en travaillant chez un concessionnaire d'équipements agricoles. Ça a commencé avec la fabrication de goupilles plus dures pour les moissonneuses-batteuses. « Je n'avais aucune idée, » dit-elle. « Eh bien, il y a des moyens d'utiliser ton diplôme. Explique, » dit-elle. « Tu es psychologue. Tu écoutes principalement les préoccupations des gens. Les barman font ça aussi. » Elle rit. Elle resta 2 semaines, puis rentra. Elle me manqua. Mais je repris bientôt mon style de vie détendu. 6 mois plus tard, elle appela « J'ai besoin d'une faveur. Si je peux le faire, je le ferai. J'ai besoin d'un prêt. Un gros prêt ou juste un manque d'argent? Un gros prêt, dit-elle. Je veux acheter une cabane. Est-ce une loge existante? Génère-t-elle des revenus? Puis-je la voir en ligne? J'espérais que tu irais la voir. Elle est à 16 kilomètres sur le lac Baccara. Vraiment? As-tu vérifié les comptes? Oui. Ça rapporte bien. Ils ont un bar, donc je pourrais écouter les problèmes des gens. Je ris. Combien as-tu besoin? Elle me montra un chiffre stupéfiant. Waouh, Beck, tu as vu grand. Vas-y à fond, ou reste chez toi, dit-elle. Je préparerai un plan de paiement, dis-je. Elle dit que ça devrait être à court terme. Une fois que je posséderai l'entreprise et ferai des profits, je pourrais obtenir un financement bancaire. En ce moment, je suis comme quelqu'un sans code de crédit. Je comprends, dis-je. C'est tellement cool. Beck, ce sera génial de t'avoir ici. Je vais jeter un œil et te dirai ce que j'en pense. Mais tu dois le voir par toi-même. 3 semaines plus tard, elle arriva et nous vérifiâmes l'endroit. Il accueillait des pêcheurs, principalement des États-Unis, et semblait être un excellent investissement. 6 mois plus tard, Beck possédait l'entreprise et la gérait bien. Davy devint une célébrité locale et nous passions beaucoup de temps ensemble. Beck travaillait parfois au bar et c'était amusant de la voir utiliser ses compétences en psychologie. Le restaurant était de première classe et toujours bondé. Mais il y avait toujours une place pour moi dans la cuisine. Un vendredi soir, le chef demanda si ça me dérangeait qu'un autre invité s'assoie avec moi. J'acceptai. Quand il revint avec l'invité, ma mâchoire tomba. Elle était magnifique, élégamment vêtue d'une tenue jaune qui mettait en valeur son teint. Elle avait une crinière de boucles noires brillantes, avec quelques cheveux gris, des pommettes hautes
et des yeux sombres. Le chef nous présenta. Malévaliante. Voici M. Barton. Il est le père de la dame de la maison. Je me levai alors qu'elle s'asseyait et me présentait. Barnes, s'il vous plaît. Pas de mesure. Pendant le dîner, elle rit. Un son musical bas qui me captiva. Vous pouvez m'appeler Nita, dit-elle. Son anglais était accentué mais impeccable. Sa voix basse et douce. Elle avait déjà commandé un verre de sangria. Je luttais pour trouver quelque chose à dire à cette femme éblouissante. C'est assez bondé, dis-je. Heureusement qu'ils ont cette table. Je n'ai pas fait de réservation, dit-elle. D'habitude, Thomas me trouve une place. Mais ce soir, je ne voulais pas m'asseoir au bar pour éviter quelqu'un. Je vois. Eh bien, vous êtes en sécurité avec moi. Ma mission est de tenir les invités odieux, éloignés des belles dames. Elle rougit. Je suis ravi d'avoir un protecteur galant. Elle rit à nouveau, me donnant la chair de poule. Dînez-vous souvent ici? Oui, comme l'a dit Thomas. Ma fille possède cet endroit. Et même si je sais cuisiner, je préfère venir ici. Ah, douce et bec, dit-elle. Je l'aime beaucoup. Nous devenons amis. C'est bon à entendre. Vivez-vous à proximité? J'ai une maison sur la rivière Sinaloa et aussi à Las Mocas. Je suis assez mobile. Nita. J'ai 2 hectares à proximité avec quelques bâtiments. Un camion et un camping-car. J'aime pouvoir aller n'importe où. Vous avez récemment déménagé ici des États-Unis. Comme Beck, je suis ici depuis environ 1 an. Beck est venue, est tombée amoureuse de l'endroit et a acheté cette cabane. Qu'est-ce qui vous amène ici? La pêche au début, expliquai-je. J'ai vendu mon entreprise aux États-Unis et voulais voyager. Quel genre d'entreprise aviez-vous? Demanda-t-elle. Puis elle hésita. Je m'excuse, ce ne sont pas mes affaires. Je ris. Pas besoin de s'excuser. Je fabriquais des pièces pour des entreprises comme Caterpillar et John Deere. Ah, le magnat industriel, dit-elle avec un sourire éclatant. Peu probable, mais je suis à la retraite depuis longtemps. Mais vous êtes si jeune. J'ai eu de la chance. Si prendre sa retraite à 49 ans est considéré comme de la chance. Je ne suis pas à la retraite, dit-elle. Je pourrais l'être, mais j'ai l'impression d'avoir des choses à faire. Comme quoi? Demandai-je. Si ça ne vous dérange pas que je pose la question. Je suis contrebandière, dit-elle doucement. Voyant ma réaction, elle rit. Je plaisante. Je possède une entreprise pharmaceutique qui fournit des médicaments sur ordonnance à l'Institut mexicain de sécurité sociale. Waouh, c'est impressionnant, dis-je. C'est pourquoi je vis aussi à Las Mocas, dit-elle. Peut-être que je devrais prendre ma retraite et devenir un fainéant et rêveur comme vous. Je ris. Vous parlez un excellent anglais. Merci. ¿Te gustaría saber cuál es mi negocio aquí? Demanda-t-elle. Nous passâmes à l'espagnol. Oui. Parlez-moi de Nita. Elle sourit. J'ai beaucoup d'hectares le long de la rivière, des chevaux, et beaucoup de bétail Gelbvieh. Je ne les connais pas personnellement, dis-je, la faisant rire. Je devrais vous en présenter quelques-uns, dit-elle. Je ris. Vous êtes très drôle. Puis-je demander si M. Valiant existe? Non. Il existait. Il est mort dans une explosion dans une usine pétrochimique. Je suis désolé. Nita, ce n'est pas grave. Ça fait 11 ans. Je me souviens des bons moments. Et Barnes? Demanda-t-elle. Beck a une mère. Oui. Et une autre fille, Sylvia. Elle a 3 ans de plus que Beck. Je lui montrai une photo de Sylvia. Elle est très jolie. Elle ne vit pas ici. Non. Elle vit aux États-Unis avec sa mère. Ma femme et moi avons divorcé il y a 2 ans. Est-ce un sujet douloureux? Ça l'était, mais moins maintenant. Nous voulions des choses différentes. Elle voulait un mariage ouvert. Et moi non? Je suis désolé d'entendre ça. C'est la vie. Dites, Nita. Puis-je vous emmener dîner le week-end prochain? J'adorerais. Mais je dois être à Las Mocas jusqu'à mardi prochain. Et le vendredi suivant? Ça semble parfait. Puis-je avoir votre numéro? Bien sûr, dit-elle, entrant son numéro dans mon téléphone. Peut-être quand vous viendrez me chercher, je vous présenterai du bétail, gloussa-t-elle. Je l'accompagnai à sa voiture, une nouvelle BMW Z4 argentée. Elle m'embrassa sur la joue, et ça me fit l'effet d'un choc électrique. Vous étiez un compagnon de dîner charmant. Barnes, dit-elle. Merci de m'avoir laissé vous rejoindre. Le plaisir était tout pour moi. J'ai hâte de notre dîner. Vous avez mon numéro. Appelez-moi en fin d'après-midi. Je le ferai, promis-je. Je fermai sa porte et la regardai s'éloigner. Elle était exquise, et elle sortait avec moi. J'étais euphorique en allant dire bonne nuit à Beck.
Elle était excitée. Vous l'aimez? N'est-elle pas incroyable? L'avez-vous invitée à sortir? Tu m'as piégé, dis-je. Oui. Je l'ai fait? Elle est parfaite pour vous. A-t-elle accepté? Oui. Vendredi prochain. Mais j'ai besoin d'un autre moyen de transport que le camion. Vous pouvez utiliser ma voiture. Merci. Beck. J'en aurai besoin d'une bientôt. Le lendemain, j'envoyai un texto à Nita. 2 femmes diaboliques complotent contre moi. Elle envoya des smileys avec des cœurs. La résistance est futile. Beck a avoué, dis-je. J'ai hâte de notre rendez-vous. Elle envoya plus d'emojis. Les jours semblaient une éternité. Je n'avais pas ressenti ça depuis le lycée. J'écrivais à Nita tous les jours, et elle répondait 2 ou 3 fois, parfois en sautant un jour. À 2 reprises, nous parlâmes au téléphone. Parler avec elle était une nouvelle expérience. Elle passait de l'espagnol à l'anglais, me racontant sa journée. On aurait dit que nous étions amis depuis toujours. Quand elle revint, elle appela, et l'excitation grandit. Je conduisis la voiture de Beck au lieu du camion pour notre premier rendez-vous. En suivant les indications, j'atteignis un chemin fermé par une grille sans maison en vue, mais trouvai un bouton d'appel. « Hola, es Barnes ?» dis-je. La voix de Nita répondit. « Rien. »« Luis, tu acompañante ha llegado. » La grille s'ouvrit, et je descendis une longue allée jusqu'à un immense manoir sur une falaise, avec une vue imprenable sur la rivière. Une jeune fille ouvrit la porte. Elle était magnifique, environ 12 ou 13 ans, et se présenta comme Pia, la fille de Nita. « Enchantée de vous rencontrer. »« Pia, dis-je en espagnol, vous ressemblez beaucoup à votre mère. Parlez-vous anglais ?»« Oui, je parle anglais, espagnol et français, » dit-elle, rougissant. « Je connais mieux l'anglais que le français. Je suis sûr que vous êtes doué pour tous. Je veux emmener votre mère dîner. Est-ce d'accord pour vous ?» Elle me lança un regard critique. « Oui, vous êtes très charmant pour un homme plus âgé. » Je ris. « Vous êtes flatteuse. Et je ne suis pas vieux. » Elle gloussa. « Vous devez beaucoup aimer Beck. Pareil pour moi, » dis-je. Prenant sa main, elle me conduisit dans un grand espace ouvert. « Voici Zanetta, » présenta-t-elle la femme plus âgée. « Elle s'occupe de moi et de la maison quand maman n'est pas là. Voulez-vous un verre en attendant? » « Que suggérez-vous » demandai-je. « Je bois de la limonade. Nous avons aussi des jus et des boissons pour adultes. La limonade semble délicieuse. Et appelez-moi simplement Barnes. »« D'accord, juste Barnes, » dit-elle, les yeux pétillants de rire. Elle versa de la limonade, et nous portâmes les verres au salon, avec ses portes coulissantes en verre s'ouvrant sur une véranda et une terrasse en acajou, surplombant la rivière et la vallée. « J'aime être ici, » dit Pia. « Asseyons-nous et parlons. Votre mère ne vous a jamais mentionné, » dis-je. Peut-être qu'elle est gênée d'avoir une fille aussi impressionnante. Elle ne parle de moi à personne de peur qu'il m'aime plus qu'elle. Plaisanta Pia. Nous rîmes alors que Zanetta apportait plus de limonade. Merci, Zanetta, dîmes-nous ensemble, faisant glousser Pia à nouveau. Vous volez les pensées des autres, dit-elle. Tout le monde autour de moi porte des chapeaux en aluminium. Plaisantai-je. Nous en avons peut-être. Dois-je avertir ma mère? Non. J'ai besoin de savoir ce qu'elle pense pour la rendre heureuse. C'est un bon plan, dit-elle. C'est mon premier rendez-vous depuis des années, dis-je. J'ai besoin de tout avantage possible. Votre mère sera-t-elle prête bientôt? Elle aime faire une entrée. Elle descendra bientôt. Merci, Pia. J'entendis la voix de Nita, basse et rauque, et me tournai pour la voir descendre les escaliers. Elle était à couper le souffle dans une robe en lin blanc simple et élégante, avec une dentelle au décolleté, sans manches, et des sandales à plateforme beige. Elle portait un chapeau à large bord blanc et posa pour impressionner. Vous voyez, Pia me sortit de ma stupeur. Vous êtes très jolie, maman. N'êtes-vous pas d'accord? Barnes. Je m'éclaircis la gorge. Oui, Nita. Vous êtes magnifique. Elle sourit. Je vois que vous avez rencontré l'après-appel. Oui, et ce fut un plaisir. Pia. J'espère vous voir souvent. Vous êtes une dame charmante. Je finis ma limonade et m'approchai de Nita. Vous n'avez jamais mentionné cette petite beauté. Je voulais qu'elle soit une surprise. Je sais que vous aimez vos filles. Et je voulais que vous aimiez la mienne. Elle est ma vie. Barnes. Oui, je vois ça. Nous allâmes dans un restaurant à proximité avec une ambiance animée. La nourriture et la musique étaient excellentes, et je dansais avec Nita.
qui était une danseuse incroyable. La tenir pendant une danse lente fut inoubliable. Le trajet de retour chez elle fut un flou de bonheur. À sa porte, elle m'embrassa, et ce fut électrisant. Avant que je parte, elle m'invita à amener Beck et à passer une journée avec elle et Pia le samedi suivant. Sylvia m'appela mardi après-midi. « Papa, quand puis-je passer du temps avec toi et Beck? Que dirais-tu de 20h ce soir? Nous dînons chez Beck. Super. Pourrais-tu lui demander et m'envoyer un snap? Bien sûr. Quelque chose ne va pas. Non. J'ai juste besoin de vous parler. J'ai toujours besoin de te parler aussi. Je t'aime. Sylvia, je t'aime. Papa, Beck était d'accord, et nous étions dans son salon quand Sylvia appela. Après la conversation habituelle, elle dit « Papa, Beck, je déteste vivre ici sans vous. Je suis fatigué de sortir avec des idiots. Je déteste mon travail. Et maman me rend misérable. Je veux déménager là-bas. » Vraiment, Beck était excité. Ce serait incroyable. Sylvia, peux-tu trouver un travail? Je pense que j'en ai déjà trouvé un. J'achète l'agence de voyage qui réserve des cabanes au lac, y compris la tienne. Beck, waouh, tu as vraiment planifié ça, dis-je. Sylvia, nous serions ravis de t'avoir ici. Es-tu sûre? Positive. Je voulais d'abord vous en parler au cas où vous ne voudriez pas de moi. Elle sanglota, me brisant le cœur. Sylvia, je suis désolé de t'avoir fait douter de ça. Je t'aime, et je voudrais toujours que tu sois dans ma vie. Moi aussi. Syl, tu es ma grande sœur. Te souviens-tu quand tu as donné une fessée à Jamie Myers pour s'en être pris à moi? Elle gloussa. Oui. Je l'ai fait. C'était un crétin. Qu'en penses-tu déménager? Ça pourrait prendre 1 mois ou 2. Mais j'ai déjà commencé. C'est excitant. J'ai hâte, dit Beck. Nous parlâmes encore 1 heure. Cette nuit-là, dans le camping-car. Je réfléchis à quel point ma vie était merveilleuse. Beck s'était installé. J'avais rencontré Nita, et maintenant Sylvia déménageait aussi. Les choses ne pouvaient pas aller mieux. Le vendredi, je demandai à Nita si je devais apporter quelque chose. Beck dit que vous faites un excellent picot. Apportez ça, j'achetai des ingrédients frais et fis un grand bol. Le samedi, nous prîmes le camion pour aller chez Nita. Je me demandais ce que Nita et Pia penseraient de ça. Elles n'étaient clairement pas pauvres, et moi non plus. Mais j'aimais mon choix de vivre simplement. Penserait-elle que je suis un vagabond? Nous le découvririons. Pia courut dehors à notre arrivée et serra Beck dans ses bras. Puis moi, nous allons à la rivière. Maman a tout préparé pour le festin de tacos. Miam, dit Beck. Entrez, dit Pia. Maman et Zanetta font les bagages. Elle nous conduisit à la cuisine, où elles emballaient des glacières et des paniers. Nous aidâmes, et bientôt tout fut prêt. Barnes a apporté son camion. Ce sera parfait pour nous transporter. Sa formulation me fit rire. Quelle file délicieuse. Nous chargeâmes dans la voiture avec Beck et Pia à l'arrière et Nita à l'avant avec moi. En conduisant, Nita pointa divers bâtiments. « C'est bien de vous avoir avec nous, dis-je. Je n'aurais jamais trouvé mon chemin ici. » Elle rit. « Il y a plusieurs endroits où vous pouvez aller, dit-elle. Il y a des granges pour différentes fonctions. »« Quel genre de bâtiment ?» demanda Beck. « Des granges pour chevaux, des granges pour équipement, des granges de stockage, des granges pour le bétail et des paddocks, répondit Nita. Nous arrivâmes à la rivière où il y avait un gazebo, un quai, 3 jet-skis, des tables de pique-nique et un grill. Je prévois de tout réchauffer sur le grill. Dites Nita, mais nous pouvons utiliser votre cuisinière, n'est-ce pas? Bien sûr, dis-je. Tout le confort de la maison dans un petit paquet. J'adorerais voir l'intérieur, dit Pia. Bien sûr, je vous ferai la grande visite, dis-je. Nous mîmes les coquilles de tacos au four et leur fîmes visiter. Pia explora chaque recoin, s'allongeant sur le lit, s'asseyant sur les chaises et vérifiant les appareils. Elle et Beck portèrent nos affaires aux tables, me donnant une chance d'embrasser Nita. Elle répondit avec un baiser passionné qui nous laissa tous les deux à bout de souffle. « Bonjour, beauté, dis-je. J'avais hâte de faire ça. »« Moi aussi, » murmura-t-elle. Beck et Pia revinrent, et nous préparâmes le déjeuner. Tout le monde loua mon picot, et nous discutâmes pendant 1 heure avant que Pia ne suggère de faire du jet-ski. Les filles se changèrent en maillot de bain, et je mis mon short de bain. Nous lançâmes rapidement les jet-skis. « Puis-je venir avec vous ?»« Barnes, demanda Pia. « J'adorerais ça, dis-je. Vous conduisez. »
puis je prendrai mon tour. Et maman pourra aller avec vous. » Quand Nita et Beck apparurent en bikini, je fus momentanément stupéfait. Nita était particulièrement à couper le souffle. Elle capta mon regard et rougit. « Prête ?» demanda-t-elle. Nous montâmes tous sur les jet-skis. Nita ouvrit la voie et nous voyageâmes en amont sur environ 8 kilomètres. Elle pointa une falaise avec une balançoire à corde attachée à un arbre. Nous arrêtâmes les moteurs. « Voulez-vous vous balancer sur la corde ?» demanda-t-elle. Pia était excitée. « Oui, c'est tellement amusant, » dit-elle. « Vous balancerez haut au-dessus de la rivière et tomberez dans l'eau profonde. » Je décidai d'essayer. Nita tint le jet-ski pendant que nous grimpions au sommet de la falaise. « Qui veut y aller en premier ?» demandai-je. « Beck devrait y aller, » décida Pia. Beck saisit la corde et se balança à travers la rivière, tombant dans l'eau et refaisant surface avec un grand sourire. « Mon Dieu, papa, c'était incroyable. Tu dois essayer. » Pia alla ensuite, faisant des pirouettes dans l'air et nageant comme une loutre. Nita suivit gracieusement. Puis ce fut mon tour. La hauteur était intimidante, mais je me forçai à sauter. La balançoire était exaltante et je plongeais dans l'eau fraîche. C'était amusant. Nita et moi regardâmes Beck et Pia prendre 3 autres tours. Pia décida ensuite qu'elle voulait conduire. Nous revînmes, sortîmes les jet-skis de l'eau et nous assîmes au soleil avec des boissons fraîches. À l'approche du soir, nous rangeâmes et rentrâmes à la maison. Nous les remerciâmes pour une journée merveilleuse et je restai pour le dîner. « Comment te sens-tu ?»« Papa, » demanda Beck. « Plutôt bien, un peu fatigué. Le soleil et l'eau peuvent vraiment vous épuiser. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire à propos de Nita et Pia. Pia est une petite poupée. Il est impossible de ne pas l'aimer. Et Nita, eh bien, j'ai développé des sentiments que je ne savais pas avoir. Elle me rend heureux juste en étant près d'elle. Elle est belle, chaleureuse, drôle, intelligente, une excellente mère et indépendante. Elle est tout ce qu'un homme pourrait vouloir. Je sais. Elle semble t'aimer aussi. Elle m'a dit qu'elle pense que tu pourrais être le bon. Il ne peut y en avoir qu'un, dis-je. Elle rit. Ne gâche pas tout. J'ai beaucoup investi là-dedans. Je ferai de mon mieux. Merci. Beck. Maintenant, tu dois te concentrer sur trouver l'amour aussi. Je le ferai. J'ai été occupé avec le travail, mais mes yeux sont ouverts. Je serrai Beck dans mes bras et rentrai chez moi. Nita et moi commençâmes à nous voir 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, j'emmenais Pia pêcher ou faire du ski nautique quand Nita était en déplacement professionnel. Je tombais amoureux de Pia comme si elle était ma propre fille. Après 4 mois, j'étais complètement amoureux de Nita. Quand nous étions ensemble, j'étais le plus heureux que j'ai jamais été. Quand nous étions séparés, je pensais constamment à elle et rêvais d'elle. Nous textions tout le temps, et elle m'envoyait des photos sur Snapchat. Nous nous embrassions à la fin de chaque rendez-vous, et je la voulais de toutes les manières. J'étais prudent, car elle était spéciale pour moi. Beck et Sylvia l'aimaient aussi. Elles 4, Nita, Pia, Beck. Et Sylvia passait souvent du temps ensemble, avec ou sans moi, Unlundi. J'appelais Nita et lui demandais si elle aimerait aller à Tulum pour le week-end. Elle rappela immédiatement, excitée. Vraiment, je n'y suis jamais allé, mais j'ai entendu dire que c'est magnifique et qu'il y a des ruines mayas. Elle était à Los Mochis, et je suggérais de prendre l'avion de là-bas. « Et Pia ?» demanda-t-elle. « Est-ce juste pour nous, ou as-tu un plan pour elle ?» Je prévoyais de l'emmener et de voir si Beck et Sylvia pouvaient venir aussi. Une célébration familiale. Elle resta silencieuse un moment. « Barnes, je suis très touché que tu considères Pia et moi comme une famille. J'en serais ravi. Et j'espère que Sylvia et Beck pourront venir aussi. Elles sont comme mes filles. Elles t'aiment beaucoup, toi et Pia. » Dis-je. « M'aimes-tu beaucoup ?» demanda-t-elle. Je fis une pause, puis dis. « Nita, je veux tout te dire en personne. » « Oui, je comprends. Désolé d'avoir demandé par téléphone. Nous parlerons à Tulum. » Je ris. Je vérifiai les vols. Un part à 3 heures de l'après-midi. « Seras-tu prête ?»« Je vais m'arranger, » dit-elle. Conduis prudemment avec mes filles. Sylvia et Beck pouvaient venir, et Pia était ravie. Nous partîmes en voiture, avec Pia comme DJ. Nous choisîmes des chansons à tour de rôle. Nous taquinant sur nos choix, nous récupérâmes Nita et nous dirigeâmes vers l'aéroport. Le vol fut fluide, et Tulum était aussi beau que Sylvia l'avait promis.
Notre hôtel était luxueux et sur la plage. Le samedi, nous profitâmes de la plage et de l'eau bleue. Le soir, nous allâmes dans un restaurant en plein air. Beck et Sylvia emmenèrent Pia à une fête sur la plage et nous informèrent qu'elle resterait dans leur chambre cette nuit-là. Nita et moi fûmes laissés seuls. Nous revînmes à l'hôtel et je la serrai fort contre moi. Eh bien, ce n'était pas du tout suspect. Je pense qu'on nous a piégés, Nita. Elle rit. Je pense que tu as raison. Ça te dérange? Barnes. Pas du tout, dis-je. J'adore ça. Tant que tu es heureux? Je le suis, dit-elle. Je l'emmenai dans ma chambre, préparer des boissons, et nous nous assîmes sur le canapé avec elle blottie contre moi. Nita, tu as demandé si je t'aime. Je veux que tu saches que je t'aime plus que je n'aurais jamais imaginé. Depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, je ne pense qu'à toi. Tu remplis mon cœur, mon esprit et ma vie. Je t'aime tellement. Elle me regarda dans les yeux, ses yeux profonds, presque noirs, pleins d'émotions. Cela me rend très heureuse, dit-elle. Je t'aime. Barnes, après qu'Emiliano soit mort, je ne pensais pas pouvoir aimer à nouveau. Mais maintenant, je t'ai, et tu possèdes mon cœur. Mon cœur t'appartient. Je veux te donner tout de moi. Mon Dieu, Nita, je voulais ça depuis que je t'ai vue. Dis-je, tu es la femme la plus magnifique que j'ai jamais rencontrée. Je n'ai pas peur, dit-elle. La seule chose effrayante serait que tu ne m'aimes pas ou ne veuilles pas de moi. Il faudrait que je sois fou pour ne pas t'aimer et te vouloir. Ne doute jamais de ça. Tu es la femme la plus désirable que j'ai jamais vue. Elle gloussa. Je n'ai pas besoin de milliers d'hommes. Juste un. Après cela, nous fîmes l'amour et allâmes au lit. Je me réveillai avec le soleil filtrant à travers le rideau et Nita dormant dans mes bras. Elle était si belle, calme et paisible. Alors que nous somnolions, on frappa à la porte. « Revenez avec un mandat », criai-je. C'était Beck. Je mis ma robe de chambre et Nita tira la couverture sur elle. Beck, Sylvia et Pia entrèrent en trombe avec un chariot plein de petits déjeuners. Beck et Sylvia sautèrent sur le lit avec Nita, riant et parlant. Pia s'assit sur mes genoux, ses cheveux de minuit tourbillonnant autour de nous. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» demanda Pia. « Je t'aime. Et je l'aime aussi, dis-je, la serrant fort. Je veux être ta fille comme... » dit-elle. Des larmes de bonheur coulèrent sur mes joues. Je suis honoré que tu ressentes ça, dis-je. Je ferai de mon mieux pour être tout ce dont tu as besoin. Vas-tu épouser maman? Demanda-t-elle. Pour que nous soyons une vraie famille. Il n'y a rien que je veuille plus, dis-je. Je dois d'abord parler à ta mère, juste nous deux, et je ne suis pas prêt maintenant. Je me penchai et murmurai. Je n'ai pas de bague. Ah, je comprends. Nous prîmes le petit déjeuner et nous dépêchâmes ensuite pour prendre la navette vers les ruines mayas. La vue était impressionnante, rendue encore plus spéciale par la présence de Nita et Pia avec moi. Nous rentrâmes. Lundi matin, fatigués mais heureux, nous déposâmes Nita et j'emmenai les filles acheter une bague. Nous trouvâmes un bijoutier de la tribu Nahuatl avec une grande collection de pierres. Nous choisîmes une opale de feu rouge-orange entourée de 4 petits diamants. Le bijoutier dit qu'il pourrait la fabriquer en 2 semaines et me l'envoyer. Je dis à Nita que je voulais retourner au gazebo près de la rivière. Elle semblait savoir de quoi il s'agissait, mais me dit simplement de venir. Pia était excitée et dut se retirer dans sa chambre pour ne pas vendre la mèche. Dans le gazebo, je m'agenouillai et la main de Nita se porta à sa bouche. Nita, je ne suis pas doué pour les discours, mais je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas vivre sans toi et Pia dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Je ferai tout pour que tu ne le regrettes jamais. J'ouvris la boîte et elle tendit la main. Je mis la bague et elle dit « Oui, Barnes, je veux être ta femme. Je veux t'aimer toujours. » Elle admira la bague. « Je n'arrive pas à croire que tu aies une opale de feu. Ma pierre préférée. Un petit oiseau me l'a dit. » Dis-je. « Je pense savoir qui est cet oiseau, » dit-elle. Des larmes de bonheur dans les yeux. Quand nous revînmes à la maison, Pia attendait déjà et courut entre nous dans l'excitation. Je n'arrive pas à y croire. Tu vas être mon père, Barnes. Elle éclata en larmes. Je m'agenouillai et la serrai dans mes bras. Je pensais que ça te rendrait heureuse. Petite fille. Elle se pressa contre moi. Ouais, j'espérais juste. Je pensais que nous ne trouverions jamais personne. Tu m'as trouvé, lui dis-je. Je ne te laisserai jamais partir.
Pia. Elle s'accrocha à moi et sanglota pendant quelques minutes. « C'est tellement fort, dit-elle. Je ris. Tu passes trop de temps avec Beck. Tu commences à parler comme elle. Elle gloussa. Elle m'apprend beaucoup de bons mots. Nous fixâmes la date du mariage au 5 décembre. Quand Nita descendit l'allée en or, j'étais la personne la plus heureuse du monde. Elle dit qu'elle avait porté du blanc auparavant et voulait rompre avec la tradition. Je m'installai chez elle, mais nous gardâmes le camping-car pour les vacances. Je l'enlevai du camion, que nous utilisions pour son usage prévu. Je n'avais jamais été plus heureux. Le seul hic survint dans notre 2e année quand Sylvia dit qu'elle avait besoin de parler. Nous étions assis sur la terrasse quand elle dit « Maman veut venir ». Je soupirai. Je suppose que ça devait arriver. « Quand vient-elle ?»« Pour Noël, dit-elle. »« Sylvia, que veux-tu ?»« Chérie, demandai-je. » Elle hésita. « Je voulais passer Noël ici avec toi et Beck. Maintenant, je dois en passer une partie avec maman. Beck ne veut pas, alors je resterai avec elle. J'aime toujours maman. Papa, je suis désolé si ça te déçoit, mais je me souviens de toutes les bonnes choses. Je la serrai dans mes bras. Je ne suis pas déçu. Je suis fier de toi. Ça va aller. Tu peux toujours passer du temps. Ici. Dis à ta mère que tu as déjà des plans pour le dîner de Noël. Elle devra faire avec. C'est sa faute. Pas la tienne? C'est dur, dit-elle. Je voulais juste que tu le saches. Et si elle veut te parler, te voir, laisse-moi parler. Anita, dis-je. Elle est plus intelligente que moi. Voyons ce qu'elle dit. Sylvia passa le reste de la journée avec moi et Pia, et nous dînâmes ensemble avant qu'elle ne parte. Quand Nita revint de Las Mochas, je lui parlai de la visite de Sylvia. Nous nous assîmes sur le canapé, regardant le feu, et elle sirota son vin pensivement. « Que penses-tu de la rencontrer ?»« Barnes, demanda-t-elle. Je suppose que c'était inévitable. C'est la mère des filles. Je n'ai pas de sentiment particulier pour elle. Je l'ai aimée pendant des années, mais elle a tout gâché. Les bons moments sont éclipsés par la façon dont ça s'est terminé. » Elle se blottit plus près et posa sa joue contre mon bras. « Je pense que nous devrions tous dîner ensemble à la cabane. Je veux apprendre à la connaître. »« Barnes. Vraiment ?» demandai-je. « Oui. Elle a fait partie de ta vie et de celle des filles. Je peux la rencontrer moi-même. Ça me rendait nerveux. Mais Nita était indépendante et faisait ce qu'elle pensait être le mieux. Quand Collins arriva, elle resta dans la cabane de Beck. Je voyais les filles moins souvent, supposant qu'elle passait du temps avec elle. Nita la rencontra. Et s'il y eut des problèmes, elle n'en mentionna aucun. Je demandai à Nita ce qu'elle en pensait. « Je l'aime, dit Nita. Vraiment ? Oui, elle a beaucoup changé. Sylvia et Beck disent qu'elle est devenue introspective et amicale avec nous. C'est bien, n'est-ce pas ? Demandai-je. Je pense que oui. Nous avons parlé de toi. Mon Dieu. J'espère que tu n'écoutais pas, dis-je. Elle rit. Elle n'a dit que de bonnes choses sur toi. Je reniflai. Je vais juste argumenter. Elle sourit. Elle n'admirait pas ton obstination. Bien sûr. Exact, dis-je. Mais tu es toujours là avec moi.